Il m'a consulté, mais la décision était prise. Oui, donc il vous a Pas pas consulté. annoncé, Vous voulez mais dire qu'il on vous a a eu un dit, échange. On a eu un échange sur le sujet. il vous a informé, Alors, plus que il consulté. m'informe et moi je demande effectivement à avoir un échange avec lui. Donc on aura un échange d'une quinzaine de minutes en tête-à-tête sur le sujet. Mais effectivement, la décision est prise, donc c'est plus une information qu'une consultation. Il vous le dit, vous êtes plusieurs autour de la table. Ouais. Mais vous, vous lâchez pas le morceau. Non, Vous jamais. dites au président, devant tout le monde, il faut que tu me consultes. Enfin, il faut qu'on... C'est ça? Ouais, je le vous vois toujours. Il faut que vous Donc, me consultiez, monsieur le oui, président. la Constitution vous impose de consulter la présidente de l'Assemblée nationale que je suis. Et il me répond du tac au tac, mais c'est ce que je suis en train de faire. Et je lui dis non, ça n'est pas la consultation prévue par la Constitution. Je veux que cette consultation ait lieu. Il me dit, bon, écoute, si tu veux, je termine le tour de table et on sort pour discuter. Lui, il vous tutoie, Il me tutoie, oui. vous le vous voyez, Ouais, et vous ouais. sortez... Et on sort dans le jardin et on va se mettre autour d'une table et on discute. et il vous dit, donc j'ai Et, décidé de et dissoudre. là, voilà, on argumente. Et je lui dis, mais en fait, c'est une erreur. Je lui explique pourquoi. Je lui dis, mais on peut faire différemment. D'aucuns, très sympathiquement, diront que je lui ai proposé d'être Première ministre, qui n'a jamais été le cas. Mais en revanche, je lui dis, vous vous trompez parce que on peut avancer et on peut bâtir une coalition avec les Républicains. Et donc, ils ne vont pas renverser le gouvernement à l'automne parce qu'on peut construire ensemble. Donc, bâtissons avec les Républicains un pacte de coalition. Et je lui dis, laissez ce travail se faire pendant l'été. Et en septembre, vous pourrez nommer un nouveau gouvernement qui portera cette coalition avec les Républicains. Et je lui dis, et si jamais, pendant le cours de l'été, on n'arrive pas à former cette coalition, il sera toujours temps de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre. Voilà ce que je lui dis. Et qu'est-ce qu'il vous répond? Il me dit qu'il n'y croit pas du tout, que les Républicains ne viendront jamais dans un système de coalition, qu'il vaut mieux profiter de ce moment-là, de prendre tout le monde par surprise, d'organiser des élections rapides, etc. Il était très sûr de Donc lui. il était très sûr de lui, il n'écoute pas mes arguments, mais au moins, je suis peut-être la seule en France à avoir la chance, vous voyez, comme mon grand-père, de pouvoir lui dire ce que je pense avant qu'il annonce ces mots fatidiques à la télévision. Juste à quel moment, enfin, pourquoi selon vous le président, contre tous les éléments, contre ce que vous lui avez dit, contre les sondages qui présageaient rien de bon en cas de dissolution, après des européennes catastrophiques pour lui, pourquoi il s'est dit si je dissous ça va marcher, alors que tout m'indique le contraire? Ouais, j'en sais rien. C'est un mystère pour moi. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ce que je crois déceler, c'est que la décision était prise, même avant les résultats, et que ce n'est pas quelque chose qui a été impulsif, que ça a été discuté, échangé avec certains. Après, à nouveau, ce qui est vraiment désolant, c'est qu'on n'ait pas eu d'échange. Et c'est vrai que là, ça m'a un peu heurtée, parce que je fais partie de sa majorité. Donc, il y a la consultation de la présidente de l'Assemblée prévue par l'article 12, mais il y a aussi l'échange qu'il aurait pu avoir avec moi, en tant que président de l'Assemblée, bonne connaisseuse de l'Assemblée nationale, de ses équilibres politiques, proche de Gérard Larcher et donc du président du Sénat, LR. Donc il aurait pu avoir mon éclairage pour prendre sa décision plusieurs semaines avant. Vous voyez, et c'est peut-être ça, moi, qui m'a le plus heurté, c'est le fait que, en tant que figure, comme on dit, de la majorité et bonne connaisseuse de l'Assemblée nationale, il ne m'est pas intégré dans son processus décisionnel. Ça voulait bien dire que, en fait, finalement, il ne me considérait pas du tout comme faisant partie de sa majorité, etc. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'a blessée, parce que j'avais le sentiment que j'étais quantité négligeable, vous voyez. Et Et ça heurte, parce qu'effectivement, vous dites, moi, je rentre en politique à 47 ans, 2017, moi j'y crois, c'est pour ça que je change de vie, etc. Et d'être à ce point, finalement, toujours, en fait, on me calculait toujours pas, malgré 2 ans de présidence de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est blessant. malgré votre fonction et malgré le moment extrêmement grave, malgré cette décision extrêmement grave, ça a été un moment douloureux dans votre carrière politique, ça?
C'est super douloureux parce que, tout s'arrête du jour au lendemain, à la seconde. J'avais plein de projets pour l'Assemblée nationale. Je faisais beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, notamment tournées vers les citoyens. J'ai créé, un prix, de la photo politique, un festival du film politique, je fais des permanences citoyennes, des assemblées des idées avec les citoyens et cetera. J'ai des expositions d'art contemporain, enfin plein de choses et vous savez, quand vous faites des innovations telles que celle-là, il faut que ça s'installe dans le temps pour qu'elle puisse après durer et au bout de 2 ans, j'avais le sentiment qu'on me coupait un peu les ailes, en fait, pour tous ces projets-là et puis c'est d'une brutalité folle parce que tout s'arrête d'un coup, donc tous les collaborateurs, mais de tous les parlementaires, sont, virés du jour au lendemain. Il Oui. y a pas d'entretien préalable. L'entretien C'est préalable, c'est l'annonce de la c'est ça la dissolution précarité du et monde ça, c'est une politique, finalement. précarité totale et puis après, ça a laissé, plein de gens sur le carreau, des parlementaires sur le carreau, des collaborateurs sur le carreau, et moi, j'ai des collaborateurs qui, se sont pas remis de cette dissolution parce que du jour au lendemain, vous tombez dans la précarité. Vous savez, vous avez vos indemnités, mais quand même, vous avez perdu votre job. Les gens, ils ont des emprunts, ils ont des loyers, enfin, ils ont des vies, ils ont des projets de vie et on a besoin dans la vie de pouvoir se projeter et cetera et la dissolution, c'est pas négligeable, hein. Chaque député a en gros, 3 collaborateurs. Donc vous faites le compte, c'est 1 500 collaborateurs qui sont sur le carreau du Du jour jour au au lendemain. lendemain. Et dans le camp d'Emmanuel Macron, enfin, c'est quoi? Ils se sont sentis trahis par leur propre chef, finalement? Il y a eu un Il sentiment y a de... eu un sentiment de trahison et puis un sentiment aussi de mépris parce que, j'ai des parlementaires, notamment les parlementaires des grandes villes, qui étaient, en dépouillement pendant qu'ils appre quand ils ont appris la nouvelle. Donc le scrutin, leur bureau de vote avait même pas fini de dépouiller, Les qu'ils résultats apprennent des européennes qu'ils qu'ils ont apprennent, ouais. l'info. C'est dur, hein, quand vous êtes engagé en politique. Vous savez, je sais que, il fait pas bon être engagé dans notre pays en politique, que les gens trouvent que, on est bourré de défauts. Moi, ce que je vois, c'est des engagés, des gens qui ils sacrifient tout pour la politique, pour l'exercice du mandat. Les députés, ils bossent, 70 heures, 80 heures par semaine. Ils sont tout le temps en déplacement, ils sont jamais chez eux. Il y en a qui mettent en péril leur santé, leur vie de famille et cetera et c'est vrai que vous faire jeter comme ça, en 1 seconde, c'est très violent par rapport au sacrifice Que ça que implique. ça implique, la politique.